À Vannes, en Bretagne, une affaire de famille qui se termine mal. Tout part de l'agression de 2 personnes âgées. Une ne s'en remettra pas. La police pense d'abord à un cambrioleur, mais le criminel était peut-être bien plus proche. L'appât du gain et la jalousie sont-ils les motifs qui ont conduit à la mort d'Anne-Marie Lecouviour? Anne-Marie, dit Annette, était la seconde épouse d'Eugène Lecouviour, un riche entrepreneur du Morbihan. Un soir, le couple est victime d'un cambriolage au cours duquel Annette va mourir. Certains enquêteurs ont fantasmé et on se dit ça colle pas, c'est autre chose. Nous, on a su tout de suite que ce n'était pas un cambriolage. Annette a-t-elle été assassinée? L'instigatrice du cambriolage, Josiane Lecouviour, nie avoir commandité la mort de sa belle-mère. Pourtant, c'est la question de l'héritage qui était au cœur du procès qui s'est tenu à Vannes au mois de mai 2012. On sent que la présence de l'argent est là, au cœur de l'enquête, de toute façon. Une histoire de famille, un gros héritage et une mort tragique, une sombre affaire de testament qui aurait tourné au drame. C'est une nuit de printemps en Bretagne, à Grandchamp, un petit village du Morbihan. À la gendarmerie, l'officier de garde reçoit un coup de téléphone en plein milieu de la nuit. Une femme annonce que son père et sa belle-mère ont été victimes d'un cambriolage dans leur maison. Les gendarmes se rendent immédiatement sur place. Quand la gendarmerie arrive, les secours sont déjà là. Les secouristes découvrent un vieil homme affolé, Eugène Lecouviour, 90 ans. À ses côtés, le corps gisant de son épouse, Anne-Marie, 75 ans, surnommée Annette. Eugène dit avoir été agressé. Le sentiment, c'est qu'ils ont été victimes d'un cambriolage, ils ont été agressés et qu'ils ont eu affaire à des cambrioleurs. Le couple de retraités a été sévèrement malmené. Ils ont été tous les deux ligotés et bâillonnés. Un traitement fatal pour Anne-Marie, l'épouse d'Eugène. Quand les enquêteurs arrivent, ils découvrent donc Annette Lecouviour décédée. On lui a enlevé le scotch qu'elle avait sur le visage. L'enquête dira plus tard qu'elle aura mis 3 minutes à décéder, ce qui est très long. Les gendarmes interrogent Eugène, encore sous le choc. Le vieil homme raconte son calvaire aux gendarmes. Il explique qu'au moment où les cambrioleurs ont forcé la porte de la maison, il était endormi. Eugène est au lit, il dort. Il a pris, nous dit-il, un quart de Lexomil. Il dort et Anne-Marie s'apprête à se coucher lorsque, soudainement, la porte du vestibule qui précède la chambre va céder et la malheureuse prend la porte dans la figure. Un choc qui met Annette à terre. Les cambrioleurs font alors en sorte d'immobiliser la septuagénaire. Annette est une femme forte qui n'est pas du genre à se laisser arracher un bijou dans la rue sans réagir. Nous savons que Annette s'est débattue. Eugène, lui aussi, est ligoté, mais il ne se débat pas. Il est immobilisé et l'un des 2 cambrioleurs lui met un bâillon. Il reste immobile jusqu'au départ des voleurs. Eugène est lié, tout comme Annette l'est. Eugène va réussir en rampant à aller, après s'être délié les mains, va réussir à ramper jusqu'à la salle de bain, à s'emparer d'un coupon, je crois, et à l'aide de ce coupon, va se débarrasser de ses liens. Mais il est trop tard. Anne-Marie, la femme d'Eugène, est morte asphyxiée malgré les efforts de son mari pour la sauver. À première vue, tout porte à croire qu'Eugène et Anne-Marie Lecouviour ont été les victimes malheureuses d'un cambriolage qui a mal tourné. Mais plusieurs détails vont faire douter les gendarmes, à commencer par le mode opératoire des voleurs. La propriété des Lecouviour est une maison cossue située au milieu d'un parc de 2 hectares.
une cible pour des cambrioleurs professionnels, c'est justement ce qui interpelle les enquêteurs. Les traces d'effraction ne sont pas l'œuvre de spécialistes. Ils arrivent à pénétrer dans la maison tout simplement en finissant par casser une des vitres de la véranda, même s'il s'agit d'une vitre de sécurité, après 9 coups de hache plus 2 ou 3 coups de pied pour pouvoir pénétrer à l'intérieur de la maison. Plus de 9 coups de hache pour fracturer une véranda. Pour les gendarmes, il ne fait aucun doute que les auteurs de ce cambriolage sont des amateurs. Plus étonnant encore, dans la maison, les cambrioleurs ont certes emporté quelques bijoux, mais ils n'ont pas dérobé certains objets de grande valeur. Bien sûr, les commodes étaient éventrées. J'ai vu qu'il y avait le guéridon, ils avaient un guéridon dans le boudoir avec un vase. J'ai dit, mais c'est des voleurs qui viennent, mais ils y connaissent rien quand même. Ils ont un vase de chez Dôme et il est là. Et surtout, il y a la victime, Annette. Il semble que les malfaiteurs aient voulu la bâillonner. Mais lorsque les enquêteurs la découvrent, son visage est littéralement momifié par du scotch américain. Ce bâillon est constitué de 21 morceaux de scotch qui, au total, mesureraient environ 5,60 m, voire 6 mètres. Nous avons eu un collège d'experts qui ont fait des études aussi bien microscopiques, macroscopiques, et on arrive à cette thèse simple, cette théorie, et cette certitude d'une suffocation. L'étude microscopique a permis de voir qu'elle avait été étranglée. Un bâillon mortel qui conduit les gendarmes à supposer qu'il ne s'agit pas d'un accident. Pour eux, tout porte à croire que la mort d'Annette Lecouviure était volontaire. L'enquête s'oriente alors vers un meurtre, et cette thèse va très rapidement se vérifier. Dès le lendemain, l'affaire est publiée dans la presse et la gendarmerie reçoit alors l'appel d'un homme qui dit avoir des révélations à faire sur la mort de Madame Lecouviure. Le samedi matin, donc le lendemain de la découverte des faits, il y a un premier témoignage anonyme qui arrive à la gendarmerie et l'enquêteur va se déplacer, il va rencontrer ce témoin à Quimperlé, dans un bar PMU, pour essayer de voir si justement ce témoin a réellement quelque chose à apporter. Et ce témoin, il va faire une révélation importante, il va indiquer aux enquêteurs que c'est un assassinat et qu'il a parlé avec la personne qui a assassiné Annette Lecouviure et qu'il sait qui c'est. Pour les gendarmes, l'enquête sur la mort d'Annette Lecouviure avance à grands pas. D'autant que les révélations de ce témoin mystère vont mettre en cause beaucoup plus de personnes que ce que les enquêteurs ne pouvaient imaginer. À peine 24 heures après le cambriolage, ce témoin clé, Marc Guérard, se confie à un gendarme. Il désigne l'auteur du drame jusqu'à révéler précisément son identité. Ce témoin va citer un nom, celui de son ami d'enfance, Venceslas Le Cerf. Il va indiquer qu'il lui a parlé, qu'ils se sont vus et que Venceslas lui a expliqué qu'il avait fait un coup et qu'il avait, ce sont ces mots, qu'il devait rayer une dame et qu'il l'avait fait. Pour confondre le suspect, les gendarmes vont alors organiser un guet-apens. Les gendarmes, à ce moment-là, l'aubaine est belle, vont inviter chaleureusement Marc Guérard à aller dès le dimanche matin, sous couvert d'aller remplir ses papiers, rencontrer son ami Venceslas Le Cerf et si possible le faire parler. Les gendarmes, eux, disent qu'ils ont vu arriver par hasard le lendemain ce fameux témoin chez Venceslas Le Cerf. Une chose est sûre, ils se sont revus le dimanche, ils ont parlé, il a eu des éléments et ce témoin, il affirme qu'effectivement, clairement, il pense que c'est un assassinat. Le dimanche, en fin d'après-midi, 3 jours après le meurtre, les gendarmes arrêtent Venceslas Le Cerf. Mais il n'est pas le seul à être impliqué. Un autre homme, soupçonné d'avoir participé au drame, est arrêté. Ils vont interpeller aussi Guénolé Madé, qui est soupçonné d'être co-auteur, on va dire, d'être complice de ce cambriolage, enfin de cet assassinat du coup, puisque la thèse là qui est tenue, c'est celle de l'assassinat. Donc les deux vont être interpellés et placés en garde à vue. Pendant sa garde à vue, Venceslas Le Cerf avoue rapidement
avoir une responsabilité dans la mort d'Annette Lecouviure. Il cite également un troisième nom aux gendarmes, celui de Loïc Duguay, un jardinier qui, lui, n'aurait pas pris part au cambriolage. C'est lui qui aurait donné l'ordre, en tout cas les informations, à Venceslas Le Cerf et Guénolé Madé d'aller dans cette maison faire l'assassinat. Venceslas Le Cerf aurait donc agi selon la volonté de Loïc Duguay, le jardinier. Pourtant, les deux hommes n'étaient pas de grands amis, tout au plus des connaissances. Venceslas Le Cerf a rencontré Loïc Duguay un soir par hasard chez un ami. Il l'a rencontré assez fortuitement. Monsieur Duguay a pensé à un moment qu'il pourrait faire l'affaire. Il le contacte. Venceslas Le Cerf étant sans doute plus hâbleur qu'autre chose, il croit qu'il va pouvoir faire l'affaire. Venceslas Le Cerf sait se mettre en avant. Loïc Duguay, lui, a un contrat à lui proposer. Une forte somme d'argent pour aller dans la maison de Grandchamp chez Eugène et Annette Lecouviure. Venceslas Le Cerf a été uniquement motivé par le fait d'avoir un petit peu d'argent facile qu'on lui proposait. Lui, il a un travail régulier, hein, il est chauffeur. Il est éventuellement, parfois, il fait des extras en tant que portier en boîte de nuit. Du fait de cette profession qui peut susciter des fantasmes, on suppose qu'il connaît des mauvais garçons. La personne qui ne connaît pas le milieu ni de la délinquance, ni des boîtes de nuit, suppose qu'il pourrait faire l'affaire. Venceslas Le Cerf se dit, autant en profiter. Venceslas Le Cerf explique alors aux gendarmes qu'il a accepté le contrat que lui proposait Loïc Duguay, mais qu'il a fait le coup avec son ami Guénolé Madé. Venceslas Le Cerf, lui, a compris qu'il y avait quelqu'un à qui on avait proposé seul de le faire pour 15 000 €. Comme il ne se sentait pas de le faire seul, il s'est dit 15 000 pour un, 20 000 pour deux. L'affaire est entendue entre le jardinier et les deux amis. Loïc Duguay est persuadé que Venceslas et Guénolé sont les hommes de la situation. Pourtant, aucun des deux hommes n'a de passé de délinquant. Venceslas Le Cerf n'a jamais été condamné pénalement, sauf à une petite amende pour simplement un défaut administratif de conduite sur son camion lorsqu'il était donc conducteur de poids lourd. Venceslas Le Cerf et Guénolé Madé sont des amateurs. Et ils se rendent rapidement compte que pénétrer en pleine nuit dans une maison de notable isolée n'est pas une mince affaire. Ils trouvent un petit endroit où ils peuvent monter sur un muret. Ils pénètrent par cet endroit-là, ils rentrent dans la propriété. Et là, ils attendent parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils vont faire. On y va, on n'y va pas. Ils attendent que les lumières s'éteignent 2 à 3 heures dans la propriété, en train de voir est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'on a déclenché une alarme. On ne sait pas ce qu'on fait, on a un petit peu peur. L'argent facile au départ devient cette nuit-là une véritable expédition pour ces deux hommes sans histoire. Ils voulaient les 20 000 €, c'est tout. Mais comment un simple jardinier pouvait-il être en mesure de fournir une telle somme ? Au cours de la garde à vue, les enquêteurs vont remonter le fil. Le jardinier va être lui aussi interpellé, placé en garde à vue, et lui va dire également que c'est un assassinat, mais que c'est pas lui qui l'a demandé, il l'a fait pour le compte de son ancienne patronne, de Josiane Lecouviure. L'enquête prend alors une autre tournure. Annette Lecouviure aurait bien été assassinée, mais surtout, c'est sa propre belle-fille, Josiane Lecouviure, qui en serait la commanditaire. Les gendarmes cherchent à comprendre ce qui aurait poussé cette femme à organiser le meurtre de sa belle-mère. Ils vont alors découvrir les secrets d'une famille recomposée. Josiane Lecouviure est immédiatement entendue par les gendarmes. D'emblée, elle se défend d'avoir souhaité la mort de sa belle-mère. Josiane Lecouviure nie l'assassinat, mais elle reconnaît assez rapidement qu'elle a commandité un cambriolage et que ce qui s'est passé après, c'est un cambriolage qui a mal tourné, mais qu'elle n'est pas au courant du reste. En revanche, elle confesse aux gendarmes que la famille vit dans un climat plutôt tendu. Jean-Jacques, l'un des fils d'Eugène et mari de Josiane, supporte mal la distance que son père a mis entre eux. C'est très mal vécu par les enfants parce que ma conviction est que lorsqu'un fils
a le sentiment que son père lui préfère ses beaux enfants. Ce fils, qui est-il par rapport à son père? Il n'est plus son fils. Mais si je ne suis plus le fils de mon père, qui suis-je? Ça me pose un problème d'identité. Un problème d'identité, mais surtout d'héritage. Josiane explique aux gendarmes que les fils d'Eugène sont persuadés d'être déshérités. Eh bien, il y a eu des problèmes qui ont pris naissance dans les années 92. Ils ont été, j'allais dire, attisés par une jalousie d'un des frères, le Couviure, c'est-à-dire l'un des fils, persuadé que la belle-mère était en train d'organiser une spoliation au profit de ses enfants et au détriment des enfants du premier dit. Eugène s'est remarié avec Annette, qui avait 3 enfants d'un premier mariage. Sur ces images, on voit toute la famille réunie autour d'Eugène qui fête ses 80 ans. Le patriarche est une figure de réussite dans la région. Il était à la tête d'une entreprise florissante. Monsieur Le Couviure étant un industriel qui, au départ, vendait ou faisait vendre des matelas sur des marchés. C'est dans ces conditions qu'en 1973, il a fait connaissance d'Anne-Marie, que l'on appellera Annette, Anne-Marie Hamon, qui deviendra vers les années 83 son épouse. Les deux ayant divorcé, 2 familles vont sans doute se reconstituer, les 3 enfants d'Eugène et les 3 enfants d'Annette. Les enfants d'Eugène travaillent dans l'entreprise de leur père et en sont également actionnaires. En 1992, une opportunité se présente. Une entreprise américaine propose à Eugène Le Couviure de racheter son usine. Le prix de vente de l'usine, qui constitue une fortune considérable, va être partagé entre les titulaires des parts de la société propriétaire de l'usine. Ça va être partagé donc entre Eugène, entre ses enfants Catherine, et puis Philippe et Jean-Jacques. Donc chacun va recevoir sa part. La vente de l'usine rapporte près de 60 millions d'euros. Les 3 enfants d'Eugène auraient touché 6 millions d'euros chacun. Le reste du capital permet à Eugène de profiter d'une retraite dorée et d'assurer à ses enfants un avenir confortable. Eugène a eu le sentiment d'avoir fait sa part, et puis il semblerait que ses fils, Jean-Jacques et Philippe, aient trouvé que ça n'était pas suffisant. Les gendarmes entendent les enfants d'Eugène ainsi que ceux d'Annette. Ils apprennent que Philippe, après avoir touché ses parts grâce à la vente de l'usine, s'intéresse très tôt à la fortune de son père Eugène. Une curiosité qui étonne le vieil homme. 2-3 ans plus tard, quand son fils Philippe a commencé à s'enquérir de ses dispositions testamentaires par avocat interposé, il a été un peu choqué. Les enquêteurs découvrent que même s'ils ont touché des sommes conséquentes, les enfants d'Eugène n'ont pas tous géré leur capital de la même manière. Pour certains, l'argent commence à manquer. Une étude financière a été faite et donc il apparaît clairement que le capital de Jean-Jacques Le Couviure et de Josiane a littéralement fondu. L'enquête souligne aussi que Eugène a fait un choix de placement financier extrêmement dérangeant pour ses fils. Philippe a découvert à travers une indiscrétion d'un banquier que Eugène a converti l'essentiel, 90%, de sa fortune, qui est considérable, en assurance vie. Et que la bénéficiaire de cette assurance vie serait Annette. On s'est dit que de toute façon, si ce n'avait pas été maman, mais si ça avait été une autre femme qui avait des enfants, le problème aurait été exactement le même. Ça aurait été toujours une question d'argent. C'était récurrent chez eux, voilà. Les fils d'Eugène, Jean-Jacques et Philippe, veulent récupérer la fortune de leur père.
Josiane, la femme de Jean-Jacques, explique que son mari et son beau-frère ne parlent que de cela. Elle en a assez d'entendre parler d'argent et d'héritage. Surtout qu'elle sait qu'il existe des papiers qui prouveraient qu'Eugène spolie ses fils au profit d'Annette. Elle a eu vent de ces documents à l'occasion d'un repas de famille, au moment où elle fait la vaisselle avec Annette dans la cuisine, elle discute et dans la conversation, Annette parle de documents importants et elle le dit clairement, les enfants d'Eugène ne les retrouveront jamais. Josiane dit aux enquêteurs qu'en récupérant ces documents, elle pense pouvoir changer les décisions testamentaires d'Eugène. Elle échafaude alors un plan très simple. Le vol était le suivant: pénétrer dans la villa de Grandchamp et à l'effet d'obtenir les documents financiers qui avaient été conservés dans cette maison. Mais les cambrioleurs amateurs ne trouvent pas les documents. Alors, pour ne pas rentrer bredouille, ils vont rapporter la preuve qu'ils ont bien été dans la maison du couple Lecouviou. Le plus simple à prendre, ce sont des éléments personnels. Les éléments personnels à prendre sont des bijoux que forcément leur commanditaire reconnaîtra. Donc on y a été, on le prouve, on veut être payé. Un butin inutile et surtout compromettant. Les gendarmes retrouvent les bijoux enterrés au domicile de Josiane et de Jean-Jacques Lecouviou. Josiane est donc la principale suspecte dans cette affaire. Avec la convoitise de l'héritage, les gendarmes ont clairement pu établir le mobile qui aurait conduit à l'assassinat d'Annette. Mais Josiane Lecouviou nie avoir commandité le meurtre de sa belle-mère. La mort d'Annette Lecouviou était-elle préméditée? C'est cette question que le procès va devoir éclaircir. Josiane Lecouviou, soupçonnée d'avoir commandité l'assassinat de sa belle-mère, comparaît libre à son procès. Elle a déjà purgé 28 mois de détention préventive et durant l'été 2011, elle a demandé sa libération conditionnelle. Fait peu ordinaire, Eugène, son beau-père, le mari de la victime, lui a apporté son soutien. Eugène Lecouviou, il était déjà assez distant avec ses enfants avant les faits, puis ça va durer un petit peu, puis finalement, le temps passant au cours de l'enquête, il va se rapprocher, la famille va se resserrer. Eugène Lecouviou appuie aussi cette demande de libération de Josiane Lecouviou. Depuis la mort d'Annette en avril 2009, Eugène a donc un peu changé d'attitude. Pendant le procès aux assises de Vannes, il fait une révélation lorsqu'il est appelé à la barre. Cette révélation va alléger les accusations qui pèsent sur Josiane Lecouviou, Loïc Duguay le jardinier et les 2 cambrioleurs. Il va indiquer avoir entendu pendant le cambriolage l'un des 2 cambrioleurs s'approcher d'Annette et lui demander « ça va madame ». Cette phrase « ça va madame », c'est vrai que ça tend vers plutôt la thèse du cambriolage qui a mal tourné puisque les cambrioleurs s'inquiètent effectivement de la santé de la personne qui est saucissonnée. Pendant toute la durée du procès, les enfants d'Eugène continuent de défendre la thèse du cambriolage. Ils maintiennent que la mort d'Annette Lecouviou n'était souhaitée par personne. Jean-Jacques, Philippe et Josiane Lecouviou vont faire bloc dès le début sur la thèse du cambriolage. D'ailleurs, à l'audience du juge des libertés de la détention, quelques jours après les faits, Jean-Jacques est là, il soutient sa femme pendant cette audience. Ils font bloc tout au long de la procédure et là aussi pendant le procès, ils sont là, derrière Josiane, sur le banc juste à côté et ils la soutiennent du début jusqu'à la fin. Mais pour les enfants d'Annette, il n'est pas concevable qu'il s'agisse d'un simple cambriolage. Les enfants d'Annette restent persuadés que leur mère a été froidement assassinée pour une question d'héritage. C'est un meurtre commandité pour être bien sûr que tout l'argent d'Eugène Lecouviou revienne intégralement à ses enfants. Si l'argent peut paraître un mobile suffisant, il manque toutefois la preuve irréfutable qu'Annette a été assassinée. La course se tourne alors vers les auteurs du cambriolage. Venceslas Le Cerf et Guénolé Madé
nie avoir tué Annette Lecouviure. En 2010, une reconstitution va avoir lieu dans la maison des Lecouviure pour comprendre quel a été le rôle de chacun des protagonistes. Alors, lors de la reconstitution, effectivement, aucun des deux exécutants, donc Guénolé Madé ou Venceslas Le Cerf, dont on sait qu'ils sont les deux cambrioleurs de toute façon, ne vont accepter de faire le geste de bâillonner Annette Lecouviure. Donc on ne saura pas, au sortir de cette reconstitution, qui a posé les 6 mètres de scotch qui ont causé la mort d'Annette. Pendant le procès, ni Venceslas ni Guénolé ne révéleront qui a déroulé le scotch sur la tête d'Annette. Josiane Lecouviure, elle, exprime ses regrets et présente des excuses à la famille Lecouviure ainsi qu'aux enfants d'Annette. Moi, c'est pas la mort d'Annette que je voulais des papiers. Malgré cette repentance, Josiane Lecouviure est condamnée à une peine de 15 ans de prison ferme. Les deux cambrioleurs, Venceslas Le Cerf et Guénolé Madé, écopent de 18 et 15 ans d'emprisonnement. Quant à Loïc Duguay, le jardinier, il est condamné à une peine de 8 ans de réclusion criminelle. La thèse de l'assassinat est écartée. La justice retient la thèse du cambriolage avec violence ayant entraîné la mort. Ce qui est très surprenant, c'est qu'ils retiennent des peines très lourdes. 18 ans pour Venceslas Le Cerf, 15 ans pour Josiane Lecouviure et pour Guénolé Madé, et 8 ans pour Loïc Duguay. On a l'impression d'un verdict un peu en demi-teinte où effectivement on n'a pas les preuves pour l'assassinat, mais malgré tout il plane l'ombre d'Annette Lecouviure sur le procès et les jurés n'ont pas voulu d'un verdict trop clément. Un jugement que la défense n'accepte pas. Josiane Lecouviure et Guénolé Madé font appel et contestent leur peine, ainsi que le chef de complicité de séquestration. L'affaire de la famille Lecouviure sera donc rejugée. C'est l'histoire de Bernard Glaise, un commerçant retrouvé mort dans le coffre de sa voiture, à moitié nu, ligoté et aspergé d'essence. Ça me bouleverse, ça me fout en l'air. Je me dis que mon père ne reviendra jamais, ils ont gâché la vie de toute une famille. Ce patron d'une casse automobile gardait précieusement plus de 200 000 € en espèces dans un coffre-fort. Qui pouvait bien lui en vouloir à ce point? On avait atteint une frontière de sauvagerie, de barbarie haineuse qui ne pouvait pas s'expliquer que par le simple vol d'un coffre-fort. Règlement de compte dans le milieu des ferrailleurs ou simple cambriolage qui aurait mal tourné, le procès de 4 malfaiteurs s'est ouvert en janvier 2012 devant les assises de Montpellier. Une alarme retentit dans les locaux d'une société de surveillance près de Montpellier. C'est l'alarme d'une casse automobile située à Saint-Jean-de-Védas. Nous sommes le lundi 4 août 2008, il est 23h environ. Le vigile tente alors à plusieurs reprises de joindre le propriétaire de la casse, Bernard Glaise, sur son téléphone portable, mais celui-ci ne répond pas. Il se rend sur place. Et là, il croise un individu qui lui dit que tout va bien. Il s'aperçoit très vite qu'il y a d'autres personnes et pas seulement une. Qu'il y a 3 autres personnes, puisque ces 3 autres personnes commencent à partir sur la panique. Et là, le vigile est obligé de le lâcher. Parce que là, il risque sa vie aussi. Impuissant, le vigile voit les 4 hommes prendre la fuite en escaladant un grillage. Il s'avance dans la casse et aperçoit une flaque de sang sur le sol. Il a le réflexe d'appeler la gendarmerie qui envoie aussitôt une patrouille. Sur place, les gendarmes vont faire une terrible découverte. Il tombe sur la voiture de Bernard Glaise, le propriétaire de la casse, qui est donc une Jeep Cherokee. Et à l'intérieur, dans le coffre de la Jeep, il retrouve le patron de la casse, nu, en slip, ligoté et décédé.
Le corps est recouvert d'une couverture imbibée d'essence. Dans le coffre, les gendarmes trouvent également des armes. Ils continuent à fouiller les lieux à la recherche d'autres indices et tombent sur une flaque d'huile à la sortie de la casse. Comme le petit poussé qui laisse ses indices, il suit cette trace d'huile et il tombe sur une voiture en panne le long de la route. Donc on est vraiment dans du périurbain, au milieu entre les vignes et la ville. Et là, il y a une voiture abandonnée. Il s'agit d'un véhicule maquillé, sans plaque d'immatriculation, le carter détruit. Cette voiture est vide de ses occupants. Les gendarmes s'attellent alors à effectuer les premiers repérages autour de ce véhicule suspect. Il se passe un événement totalement improbable, c'est-à-dire qu'une voiture semble arriver dans leur direction et à la vue des uniformes et des gyrophares de gendarmerie, je vous rappelle qu'il est quand même minuit, donc il fait nuit, on est un lundi soir, et la voiture fait demi-tour et s'enfuit. Donc là, une course-poursuite s'engage. Dans la course-poursuite, les gendarmes les perdent de vue un laps de temps. Pendant ce temps-là, ils perdent le contrôle du véhicule qui va se coucher sur le côté. Et les fuyards abandonnent leur véhicule qui tombe dans un fossé. Ils partent à pied. Malgré les tentatives des gendarmes, ils n'arrivent pas à coincer les suspects. Ayant perdu les malfaiteurs de vue, les enquêteurs décident de repartir à la recherche d'indices dans les deux véhicules abandonnés, mais aussi sur les lieux du crime. Qui retrouve notamment un extincteur qui présente des traces de sang, une poignée où il y a aussi des traces de sang, un couloir qui est environ large d'1,50 m où il semble y avoir une bagarre. Et dans le bureau de la victime, donc du propriétaire de la casse, un grand désordre, et notamment la fameuse armoire métallique qui est une armoire forte qui a été déplacée mais qui n'a pas été emportée. Dans cette armoire forte se trouve une importante somme d'argent, plus de 200 000 €. Les enquêteurs pensent alors à une tentative de cambriolage, mais le corps de la victime témoigne d'une violence hors du commun qui sème le doute dans l'esprit des enquêteurs. Il présente des traces d'ecchymose, notamment sur la tête, qui seraient sans doute compatibles avec un coup d'extincteur, le même extincteur qui a été retrouvé avec des taches de sang. Il a reçu une décharge de fusil au niveau de la hanche. Un vol, vous emportez quelque chose. Un vol, s'il y a un incident qui se produit, vous neutralisez la victime. Là, on était au-delà de ça. On avait atteint une frontière de sauvagerie, de barbarie haineuse, qui ne pouvait pas s'expliquer que par le simple vol d'un coffre-fort. Comment justifier un tel acharnement sur la victime ? S'agit-il d'un simple cambriolage qui aurait mal tourné, d'un règlement de compte ou d'une autre piste ? La police judiciaire est alors saisie du dossier. Dans un premier temps, les enquêteurs décident de se pencher sur la personnalité de la victime. Bernard Glaise, 61 ans, un homme au caractère bien trempé. C'est une masse, 1m85 ou 87, 103 ou 104 kilos. C'est une masse au sens physique du terme, mais je crois aussi que c'est un homme qui en impose par son caractère. Il est violent, Et certains témoins le disent, il reçoit les clients sans beaucoup d'aménité. C'est pas une personne à se laisser marcher dessus, quoi. Alors qu'il s'imposait, il savait très bien dire oui ou non. Sur ça, il était direct, quoi. Franc et direct. S'il était un peu bourru, Bernard Glaise était malgré tout connu et apprécié dans Montpellier. Il était le responsable de cette casse depuis plus de 30 ans, mais le milieu de la casse est connu pour être très particulier. C'est un milieu qui est un peu à la marge. C'est un milieu où les rapports sont des rapports durs. C'est un milieu où il ne faut jamais baisser sa garde. C'est un milieu où règne la loi du plus fort. Je pense effectivement, moi, en première impression, à un règlement de compte de milieu, dans le milieu.
dû à quoi je le sais, affaire d'argent, affaire de femmes, affaire de ferraille, mais c'est la première chose à laquelle je pense. Il s'agirait donc peut-être d'un règlement de compte sur fond d'affaires troubles. Mais les proches de Bernard Glaise ne lui connaissaient pas d'ennemis. Règlement de compte, non. Parce que bon, mon père était assez droit, on va dire, sur ça. Il ne faisait pas de dérapage ni d'entourloupe. Dans ce milieu où s'échangent des liasses de billets, Bernard Glaise gardait tout de même plus de 200 000 € dans les locaux de son entreprise. Cette somme met la puce à l'oreille aux enquêteurs. Des vérifications financières ont été faites pour savoir si, d'aventure, vu son image et sa profession de ferrailleur, il ne touchait pas à des affaires financières, à des fraudes fiscales, à des évasions fiscales, à des blanchiments d'argent. Rien. Les différentes pistes d'un règlement de compte sont donc écartées. Mais l'armoire forte qui contient les 218 000 € a été forcée et déplacée. Les enquêteurs s'intéressent alors à la thèse du cambriolage qui aurait mal tourné. Bernard Glaise ayant déjà été victime d'une tentative de vol dans sa casse quelques mois plus tôt. Donc, du coup, il était sur la défensive, il faisait attention le soir quand il partait ou quand il rentrait. Il s'attendait à quelque chose d'autre, quoi. Étant donné que leur cambriolage n'avait pas porté ses fruits, il s'attendait justement à avoir un retour, quoi. Ce soir-là, Bernard Glaise revient dormir à la casse, armé d'un fusil à pompe et d'un pistolet, des armes que les enquêteurs vont retrouver dans son coffre. Mais les analyses ADN ne donnent rien. Les empreintes digitales sur les armes correspondent seulement à celles de la victime. En revanche, d'autres analyses vont se révéler payantes. On a découvert des vêtements et des cagoules qui présentaient des traces d'ADN. Cet ADN rapidement exploité a conduit à l'identification de M. Stéphane Rivière. Stéphane Rivière, un ferrailleur. Ce suspect est rapidement identifié car il est déjà connu des services de police. C'est un casseur automobile qui a été condamné 2 fois pour recel. C'est pas un bandit de grande envergure, c'est pas un délinquant professionnel. Il a 2 condamnations pour recel qui remontent à plusieurs années en arrière. Mais Stéphane Rivière n'est pas le seul suspect identifié suite aux analyses effectuées par la police scientifique. Les empreintes génétiques de Frédéric Antonetti, une connaissance de Stéphane Rivière, sont retrouvées sur une cagoule. Lui aussi a déjà connu la prison. J'ai déjà été incarcéré quand même 8 fois. J'étais le coupable idéal. Il y a une charge très lourde, c'est le passé de mon client, son casier judiciaire, puisqu'il est connu des services de police et de la justice, mais pas pour des crimes de sang, pour des petits délits, mais il n'en demeure pas moins que son casier parle contre lui. Parallèlement à toutes ces analyses ADN, une autopsie et des prélèvements sont effectués sur le corps de la victime, Bernard Glaise. On a obtenu également un autre indice ADN qui, celui-là, résulte d'un prélèvement effectué sous les ongles de la victime de M. Glaise et qui conduisait cette fois-ci à l'identification de l'ADN de M. Marcelin Rivière, qui se trouve être le frère de Stéphane Rivière. L'ADN de Marcelin Rivière sous les ongles de la victime laisse à penser à une bagarre avec Bernard Glaise. Un autre indice semble étayer cette hypothèse. Marcelin Rivière s'était présenté le 5 août à l'hôpital de Béziers et il avait un poignet enflé et qui en fait s'est avéré être cassé, ce qui rendait vraisemblable sa participation à une bagarre dans les heures précédant cette hospitalisation. Le 24 novembre 2008, les 2 frères Rivière ainsi que Frédéric Antonetti sont interpellés et placés en garde à vue. J'ai eu une interpellation sur la route par la BRI avec des hommes cagoulés, armés. Et ils m'ont embarqué, ils m'ont dit que j'étais là pour une affaire de meurtre. Mais pendant les 3 jours de cette garde à vue, Frédéric Antonetti et les 2 autres suspects nient les faits et clament leur innocence. Il me dit « Je vous assure, ce n'est pas moi.
ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, sur tous les tons. Je dis, mais on a vos empreintes, donc ce n'est pas vous, il y a vos empreintes ADN. Ça va être difficile de nier l'évidence. Frédéric Antonetti maintient sa version. Il affirme n'avoir pas vu les frères Rivière depuis au moins 7 ans et ne pas comprendre ce que faisait cette cagoule sur les lieux du crime. Pourtant, sa version est contestée. Il y a le témoignage de la petite amie qui va dire que Antonetti a fréquenté les frères Rivière très récemment, y compris en été 2008. Ce qui vient contredire ce que soutient Antonetti. Ce témoignage d'une ex-petite amie accable Frédéric Antonetti. Les frères Rivière et Frédéric Antonetti sont placés en détention provisoire 3 jours plus tard. Mais ils continuent à nier leur participation au meurtre de Bernard Glaise. Pourtant, pendant leur détention, de nouveaux éléments vont apparaître. En prison, Stéphane et Marcelin Rivière reconnaissent leur présence sur les lieux le soir du crime, mais mettent Frédéric Antonetti hors de cause. Stéphane Rivière assure avoir porté lui-même la cagoule en guise de bonnet. Mais alors, pourquoi y a-t-on retrouvé des traces ADN appartenant à Frédéric Antonetti? Cette cagoule, je ne l'ai pas portée pour les faits. Je l'ai portée avant, mais j'avais une moto, et puis avant que je faisais un peu des bêtises. Et puis après, il va dire que oui, avec Rivière, ils ont fait des coups, mais toujours des coups qui ne sont pas des coups d'atteinte aux personnes, des atteintes aux biens. Donc un vol de voiture, c'est ce qu'il va finalement dire pour essayer d'expliquer pourquoi cette cagoule est là, parce que lui-même n'en sait rien. Des cheveux ont été retrouvés dans cette cagoule, mais ils n'avaient pas été analysés au départ. De nouvelles expertises ont donc lieu au laboratoire génétique de Nantes pour déterminer si c'est bien Stéphane Rivière qui a porté cette cagoule. Et la réponse arrive par courrier. Elle est formelle. Les cheveux appartiennent à Stéphane Rivière et non à Frédéric Antonetti. Cette lettre arrive, c'est un coup de tonnerre. C'est ouf. Ouf. La science, enfin, dit les choses. Les frères Rivière confirment qu'ils n'ont pas vu Frédéric Antonetti depuis plusieurs années, contrairement à ce qu'affirmait son ancienne petite amie. Un autre témoignage va soutenir son alibi. Son fils assure qu'il était avec lui toute la soirée et se souvient même qu'il jouait au Monopoly. Sauf qu'habituellement, ce fils vit avec sa mère à Marseille. Il a un billet de train nécessairement qui lui a permis de rejoindre son père au Gros du Roi pendant l'été. Donc Dieu merci, on va retrouver le billet de train, le billet aller, et on va s'empresser de le donner au juge en disant voilà, ce témoin était là, c'est le fils, il est en droit de visite, et voilà le billet de train qui prouve qu'il a bien fait le trajet. Tous les éléments concordent. Frédéric Antonetti est disculpé. Il est libéré au mois de juin 2009 après avoir purgé plus de 6 mois de prison pour un crime qu'il n'a pas commis. J'ai très mal vécu mon incarcération, celle-ci, puisque contrairement aux autres, elle était totalement injustifiée. Antonetti disculpé, les enquêteurs sont toujours à la recherche des 2 complices présumés des frères Rivière. Ils décident alors de mettre en œuvre une procédure un peu spéciale autorisée en cas de criminalité organisée. Le juge d'instruction a estimé qu'il était nécessaire de sonoriser les parloirs. Et les 2 frères prennent beaucoup de précautions. Ils chuchotent, notamment quand ils parlent des faits. Ces écoutes en elles-mêmes, si vous voulez, ne sont pas traduisibles immédiatement, puisque, bien entendu, ce n'est pas les noms des participants, mais des surnoms ou autres qui sont évoqués. Il faut déjà interpréter. Après nettoyage et analyse des enregistrements, les conversations de Stéphane Rivière avec sa famille vont révéler que des complices sont encore en liberté. Dans ces écoutes, on parle d'un Martial, on parle d'un JP, on parle d'amis. Alors ils font très vite le lien, ils font leurs recherches, leurs investigations, et ils découvrent bien entendu l'identité des 2 autres, c'est-à-dire le Martial, c'est Martial Crémieux, et Ami, c'est le fameux Pierre. Il s'avère que Jean-Claude Pierre
connaissait Bernard Glaise. C'est lui qui aurait fait le lien avec Stéphane Rivière. Car toutes les personnes impliquées dans cette histoire ont un point commun, le milieu de la casse automobile. Martial Crémieux a une casse automobile. Stéphane Rivière a une casse automobile. Son frère est ferrailleur, c'est-à-dire qu'il récupère des métaux dans les casses automobiles. Jean-Claude Pierre est un habitué d'une casse ou d'un garage automobile, plus exactement, qui est voisin de la casse Glaise, où M. Glaise, la victime, se déplaçait ou fréquentait assez régulièrement. Donc, si vous voulez, peu à peu, le puzzle s'établit. Ces deux nouveaux suspects font alors l'objet d'une enquête et sont notamment mis sur écoute. Le coup de filet intervient en novembre 2009. Dans un second temps, on va être interpellé Martial Crémieux, qui vit en Andorre, et Jean-Claude Pierre, l'aîné de l'équipe, qui a 57 ans à l'époque et qui tient un snack à Montpellier, et qui connaît Stéphane Rivière depuis longtemps, parce qu'ils ils se sont rencontrés en prison dans les années 90, déjà pour des affaires liées aux casses automobiles, à savoir des recels de pièces volées. 2 suspects supplémentaires interpellés, les 4 malfaiteurs présumés sont donc désormais aux mains de la justice. Reste à savoir maintenant ce qui s'est passé la nuit du 4 août 2008 dans la casse de Bernard Glaise. Pourquoi a-t-il été retrouvé nu et ligoté? Et surtout, qui a tiré le coup de feu fatal? Le procès débute le 12 janvier 2012 aux Assises de Montpellier, plus de 3 ans après les faits. Visage fermé, les 4 accusés prennent place dans le box sous le regard inquisiteur des proches de Bernard Glaise. Ce que je veux savoir, la vérité. Pourquoi on en arrive à des choses comme ça? Pourquoi mon père est mort ce soir-là? La partie civile veut tout d'abord comprendre qui a tiré le coup de feu fatal. Bernard Glaise a en effet succombé à un tir dans la hanche, mais aucun des 4 hommes n'assume cette responsabilité. Les jurés doivent procéder par élimination. Il paraît acquis aussi, tout simplement parce que son âge, il avait à l'époque 56 ou 57 ans, le rendait moins leste que les autres. Il paraît acquis que Pierre s'est cantonné dans un rôle de guetteur à l'entrée de la propriété, puisque les 3 autres avaient dû escalader un grillage pour pénétrer dans les lieux. Cette version n'est pas contestée par les autres accusés. Jean-Claude Pierre n'aurait donc pas participé à la bagarre. Stéphane Rivière a lui aussi une explication pour sa défense. Il semblerait que Stéphane Rivière, au moment du coup de feu et durant le déroulement de la bagarre, était derrière M. Glaise et le maintenait par les bras pour l'empêcher de bouger. Thèse qui paraît confortée par le fait qu'effectivement les médecins ont trouvé sur les bras de M. Glaise des traces de maintien et de pression. Le tireur serait donc soit Martial Crémieux, soit Marcelin Rivière. Mais chacun des 2 accusés soutient qu'il n'était pas présent à ce moment-là. Pour expliquer le coup mortel et disculper son frère, Stéphane Rivière avance même une nouvelle explication. Monsieur Glaise tenait l'arme comme ça. Mon client le tenait par l'arrière, a essayé de le désarmer. Le fusil est parti dans cette direction et a atteint Monsieur Glaise à la fémorale, c'est-à-dire à hauteur en haut de la cuisse. Voilà, selon ce que dit mon client. Bernard Glaise se serait donc accidentellement tiré le coup de feu dans la hanche. Une version contestée par les experts. Expert balistique à la question de savoir si la trajectoire était compatible avec les déclarations de Stéphane Rivière est catégorique. Ce n'est pas possible. Finalement, aucun des accusés n'assume la responsabilité du tir qui a tué Bernard Glaise. Personne ne dénonce le coupable. Reste à savoir s'ils seront plus prolixes pour déterminer qui aurait torturé Bernard Glaise. Selon l'autopsie, la victime a succombé à sa blessure entre 2 minutes et 30 minutes après le coup de feu. Les accusés soutiennent avoir attaché et dénudé la victime seulement après sa mort,
dans la panique générale. Pourquoi attacher un mort avec du serflex aux chevilles et aux poignets? Si on l'attache aussi fort aux chevilles et aux poignets, c'est qu'il n'est pas mort. Si on le déshabille, c'est qu'il n'est pas mort. Si on continue à essayer de lui faire je ne sais quelle dernière infamie, c'est pour lui faire dire le coffre. Selon l'avocat de la partie civile, les accusés auraient donc essayé d'extorquer le code du coffre à Bernard Glaise, car leur motivation pour monter ce coup était de s'emparer d'une petite fortune. Il leur a été dit par un employé très bavard, ce qui ne s'adressait pas spécialement à eux, mais qui s'adressait à qui voulait bien l'entendre, qu'il y avait la somme de environ 1 million d'euros. 218 000 euros précisément. Les malfaiteurs auraient agi ce soir-là, car l'employé de Bernard Glaise les aurait également informés de l'absence du gardien habituel des lieux. Ils ont un renseignement, à savoir que celui qui habituellement garde les lieux est en vacances. Et ça, pour eux, c'est une certitude. Les frères Rivière, Jean-Claude Pierre et Martial Crémieux affirment qu'ils étaient certains de pouvoir agir sans être dérangés. Ils se trompaient. L'arrivée de Glaise est totalement impromptue. Elle est tellement impromptue et tellement surprenante pour eux qu'ils n'ont aucune arme autre qu'une bombe lacrymogène. D'après eux, Bernard Glaise les attendait au tournant. C'est donc lui qui les aurait piégés. Ils sont dans une souricière. Je ne dis pas parce que le mot est sévère, même s'il a été employé par un des accusés au cours du procès que c'est un guet-apens. Mais je dis qu'ils sont malheureusement pris comme des rats dans une souricière. Ils y sont allés, ils ont quand même failli perdre leur vie. Logiquement, ce serait nous qu'on aurait dû aller les voir au cimetière. Pour le parquet, la thèse du guet-apens ne tient pas une seule seconde. J'ai fait observer que s'il avait tendu un guet-apens, il était abondamment muni d'armes et qu'il lui suffisait d'attendre ces cambrioleurs dans le noir et dès qu'ils pénétraient dans les lieux, dans ce couloir relativement étroit, de les abattre. Il ne l'a pas fait. Les avocats de la défense vont alors tenter de trouver des circonstances atténuantes à leurs clients en mettant en avant leur enfance difficile, sans réel repère et surtout des vies précaires pour la plupart. Ils étaient allés pour nous, pour avoir de l'argent, pour pouvoir mieux vivre. On était en problème financier, on avait besoin d'argent, surtout Marcelin. Les jurés seront-ils sensibles à ces arguments? Les 4 hommes risquent tous la réclusion criminelle à perpétuité pour vol accompagné de violences ayant entraîné la mort. À l'issue de 8 jours de procès, le verdict tombe. Stéphane Rivière, il a 50 ans, et lui écope de la peine la plus lourde avec Jean-Claude Pierre, à savoir 25 ans de réclusion criminelle. Et pour l'avocat général, qui avait requis 30 ans contre lui, comme Jean-Claude Pierre, il fait partie des commanditaires, ou en tout cas des organisateurs de ce cambriolage qui a mal tourné le 4 août 2008. Le rôle de M. Pierre a été celui du donneur d'informations, du complice aussi par instigation, parce que c'est lui qui a fait briller ce coup du siècle, hein, c'est comme ça qu'ils en parlaient, à ses complices. Pour avoir suivi son frère et participé aux faits, Marcelin Rivière écope de 20 ans de prison. C'est moins que Stéphane Rivière, car son casier judiciaire est vierge, mais ses mensonges répétés n'ont pas joué en sa faveur. Rodolphe Martial Crémieux, plus coopératif, a su davantage attirer l'indulgence des jurés. 20 ans ont été requis contre lui et les jurés l'ont finalement condamné à 16 ans de réclusion criminelle, soit la peine la plus basse prononcée lors de ce procès. Explication, il y avait peut-être des accents de sincérité plus prononcés chez Rodolphe Crémieux, notamment parce qu'il a très vite reconnu les faits en expliquant qu'il avait été envoûté par cet argent. Après le prononcé du verdict, des questions restent sans réponse. La famille de la victime ne connaît toujours pas les conditions exactes dans lesquelles Bernard Glaise a trouvé la mort. Un peu déçu par justement ce manque d'informations et ne pas savoir
Qu'est-ce qui s'est vraiment passé, qui a fait quoi, ça me bouleverse, ça me fout en l'air. Je me dis que mon père ne reviendra jamais, ils ont gâché la vie de toute une famille. Mon père, il allait prendre sa retraite, il n'a pas pu en profiter. Aujourd'hui, Clément Glaise a repris les rênes de la casse. Mais il espère à l'avenir pouvoir tourner la page de ce drame et reprendre des études, comme le souhaitait son père. À Boulogne-sur-Mer, une incroyable escroquerie. Celui qu'on appellera le Madoff boulonnais aurait parvenu à détourner des millions d'euros. Mais comment ce courtier en assurance est-il arrivé à alléger ses clients sans que personne ne voie rien? C'est une affaire d'escroquerie hors norme, celle d'un courtier en assurance de Boulogne-sur-Mer qui aurait arnaqué plus de 70 personnes. Tout leur argent s'est volatilisé. Actuellement, je suis inscrit au Resto du Cœur, au Secours populaire. Toute ma vie est ruinée. Butin, près de 10 millions d'euros. Une somme colossale pour une escroquerie aux dimensions internationales. On ne sait même pas si les réserves en or dans lesquelles il devait investir ont réellement existé ou non, mais en tous les cas, les fonds ont disparu. Voici l'histoire d'un homme. Serge Lévesque, notable de province à la réputation impeccable, qui serait devenu un redoutable malfaiteur. C'est au commissariat de Wimereux, une station balnéaire près de Boulogne-sur-Mer, que la première plainte est déposée à l'automne 2010. Dans sa déposition, le plaignant dénonce un abus de confiance. Il explique avoir fait appel au service d'un courtier en assurance pour réaliser des placements d'argent intéressants. Il s'agit d'un certain Serge Lévesque, un homme qu'il n'arrive plus à joindre depuis des semaines. Des personnes, particulièrement une qui a confié des fonds à M. Lévesque, va lui réclamer l'intégralité des fonds qu'il lui a confiés. Et c'est 1 an après, ne voyant toujours rien venir, qu'il va envisager de déposer une plainte. Le parquet de Boulogne ouvre une information judiciaire. L'enquête est confiée à la brigade financière du SRPJ de Lille. Immédiatement, les policiers vont tenter d'en savoir un peu plus sur Serge Lévesque. Il était bien connu à Boulogne-sur-Mer, c'est un Boulonnais, il est sympathique, il est convivial, et voilà, il a l'apparence du sérieux. D'autant plus sérieux que Serge Lévesque a pignon sur rue. Une agence dans le centre-ville de Boulogne où est installée sa société, VIP Consultant. De nombreux Boulonnais ont l'habitude de s'adresser à lui pour des contrats d'assurance, mais aussi pour la gestion de leur patrimoine financier. Le contrat qui est conclu entre VIP Consultant, c'est-à-dire M. Lévesque, et la personne en question qui place son argent, sont des contrats de recherche de placement, c'est-à-dire des contrats de conseil en gestion financière. De véritables contrats et une agence bien en vue. Serge Lévesque s'est bâti une notoriété et a donc toute l'apparence d'un homme fiable. Pourtant, il y a bien une plainte déposée contre lui. Durant plusieurs semaines, les enquêteurs du SRPJ vont tenter de retrouver tous les clients potentiels du courtier. Ils veulent ainsi rassembler les preuves nécessaires contre lui avant de l'interpeller. C'est la SRPJ qui nous a convoqués, qui nous a contactés et nous a dit « Voilà monsieur, nous avons une plainte, nous avons des plaintes au sujet d'un cabinet tenu par monsieur Serge Lévesque et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous êtes prié de vous déplacer à la SRPJ à Lille pour faire votre déposition. » En contactant les clients de Serge Lévesque, les policiers vont se rendre compte que l'homme qui a déposé plainte est loin d'être le seul, que d'autres clients
auraient aussi été lésés. Au total, ils seraient 72. Et dans leur déposition, ils racontent tous la même histoire, tous la même escroquerie. Les enquêteurs vont essayer de comprendre qui est cet homme et comment il serait parvenu à duper 72 de ses clients. Les victimes présumées de Serge Lévesque leur racontent tout d'abord comment elles ont connu l'assureur. La plupart d'entre elles avaient entendu parler de lui bien avant de lui confier leur argent. Car le courtier en assurance est connu dans la région, c'est un notable et une figure du milieu sportif. C'est un ancien joueur de foot, il a joué au club de Boulogne. À l'époque, en tant qu'amateur, il était gardien de l'équipe de Boulogne dans les années 80. Ensuite, il a toujours continué à avoir des liens avec le milieu sportif dans la mesure où il a continué à jouer pour les clubs de foot d'Étaples à côté du Touquet et Disques juste à côté de Boulogne aussi, entre les années 90 et les années 2000. Il a même été président de ces clubs pendant quelques années. Après sa carrière sportive, Serge Lévesque travaille dans une banque, puis aux assurances Gann, avant de monter sa propre structure. C'est quelqu'un qui a travaillé dans la banque, a travaillé dans une compagnie d'assurance, forcément a connu du monde. À partir de là, lorsqu'il s'est installé, certaines personnes sont venues le voir. Des personnes qui ont été satisfaites de ses services, et après le bouche à oreille a fait que ces personnes l'ont recommandé auprès d'amis, auprès de membres de leur famille, et une clientèle se fait petit à petit. Cet homme a rencontré Serge Lévesque en 2008. J'ai rencontré M. Lévesque, disons par un ami, qui tout simplement, nous sommes en relation, cet ami, depuis des décennies qu'on se connaît bien. Et en parlant autour d'une table, il m'a proposé de placer, disons, de l'argent chez cet ami, qui est M. Lévesque, tout simplement de me fournir ses coordonnées, de l'appeler pour pouvoir voir si j'avais un placement. Sur le marché, Serge Lévesque ne craint aucune concurrence. Les services qu'il propose sont uniques et les retours sur investissement sont mirobolants. Les placements financiers du courtier se transmettent dans la ville comme un bon tuyau qu'il ne faut surtout pas manquer. C'était un bon filon qu'on se refilait entre connaissances. Et c'est moi, sur les victimes que j'ai rencontrées, c'était notamment le cas d'une. Elle m'expliquait, c'est un copain qui lui a dit moi je suis chez Lévesque, 12% par an net, il m'a toujours payé, il m'envoie régulièrement le détail des intérêts, il n'y a aucun problème, tu peux y aller les yeux fermés. 12% d'intérêt annuel, un taux alléchant pour le moins, un taux 2 à 3 fois supérieur à ce que les compagnies d'assurance proposent habituellement. Je trouvais les taux assez élevés d'après ce qu'on me disait, mais bon, s'il avait un secret, moi chez nous, on ne dépasse jamais 5-6%. Quand c'est un produit placement en sécurité, c'est du 3% maximum. 12%, ça n'existe pas. Pourtant, ils sont près d'une centaine de Boulonnais à croire en l'entreprise de Serge Lévesque. Des retraités, des commerçants, des marins-pêcheurs. Certains confient même aux courtiers toutes leurs économies, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros. Avec 12% d'intérêt, les investisseurs rêvent de fortune. C'est-à-dire que, mettons, sur 50 000 euros, 5 fois 12, 60, vous avez 6 000 euros, ça faisait 50, plus 6, ça faisait 56 000. Et ça continuait à capitaliser de cette façon-là. Un tel placement pouvait donc rapporter à cet homme 6 000 euros chaque année. Des intérêts annoncés comme étant nets d'impôts. Aux enquêteurs, certains plaignants confient même avoir déposé chez Serge Lévesque de l'argent liquide en quantité très importante. On m'a parlé d'un versement de 500 000 euros
Et je ne suis pas totalement sûr que c'était de l'argent, c'était sans doute une grosse partie d'argent liquide lié à son activité professionnelle qui fait qu'il devait sans doute en manipuler pas mal. Ici encore, Serge Lévesque défie ses confrères. Il est le seul dans toute la région à accepter de placer autant d'argent liquide. Et pour cause, c'est illégal. La loi Tracfin l'interdit. C'est la loi contre le blanchiment d'argent. Vous n'avez pas le droit de verser des sommes importantes en espèces pour aller placer de l'argent. Maintenant, c'est par chèque. Et jusqu'à combien on peut placer en espèces? Certaines compagnies peuvent accepter jusqu'à 15 000 en espèces. Aux enquêteurs, les plaignants indiquent que lorsque le règlement se faisait par chèque, il devait être adressé à l'ordre de la compagnie d'assurance GAN, une compagnie réputée et donc un gage de sérieux pour les clients. Nous sommes dans une relation de confiance, d'un mandat général de recherche de solutions de placement. Monsieur Lévesque reçoit l'argent, il dit à son client, au terme du mandat, il a mandat général, il dit à son client, écoutez, voilà, j'ai un placement auprès du GAN, j'ai un placement auprès de tel et tel autre organisme, vous me faites directement le chèque à cet ordre-là. Au contraire, ça a encore davantage l'aspect de quelque chose de très régulier. Le GAN, quand même, attendez, c'est une institution, le GAN. L'apparence de sérieux est absolue. Les contrats, eux, sont rédigés au nom de Ganaos Invest, une société londonienne. Serge Lévesque présente cette société à ses clients comme étant une succursale du groupe d'assurance. Il leur indique que c'est dans cette filiale que leurs fonds seront investis. Pour moi, quand j'ai eu mon contrat dans les mains et que j'ai vu Ganao Invest, j'ai vu Ganao, j'ai regardé tout simplement l'adresse. J'ai vu l'adresse que c'était à la Cité. C'est que finalement Ganao Invest, je me suis dit que GAN, comme tout multinational dans cette branche, avait des ramifications ailleurs, et que si le GAN il avait l'envie de placer l'argent à Londres, c'était tout à fait normal. C'est une place financière redoutable, bien cotée. Je ne voyais pas d'objection. VIP Consultants semble donc être une agence crédible, fiable, irréprochable même. D'autant que pour rassurer ses clients, Serge Lévesque propose de leur envoyer un relevé trimestriel, un papier des plus officiels sur lequel est indiqué l'argent gagné en fonction des taux d'intérêt promis au départ. J'ai eu ces relevés, j'ai eu des relevés tous les 3 mois. Effectivement, je dirais à peu près régulièrement. Ça correspondait exactement à ce qu'il m'avait proposé au départ, c'est-à-dire 12% d'intérêt sur les sommes que j'avais placées, sur la somme du départ que j'avais placée. La plupart des clients de Serge Lévesque vont se contenter uniquement de ces fameux relevés trimestriels. Le courtier aurait donc réalisé des placements financiers durant près de 5 ans sans que personne ne lui réclame le moindre centime. C'est justement lorsque l'un d'entre eux demande à récupérer son argent que Serge Lévesque aurait adopté une attitude étrange. La première fois, il m'a dit qu'il était en stage pour son étude, pour son affaire. Bon, je veux bien. La deuxième fois, c'était, disons, son associé qui n'était pas disposé à lui reverser une somme d'argent. Et puis la troisième fois, on vous continue à vous tourner un petit peu en rond et en rond, c'est-à-dire que oui, je vais vous envoyer, mais je suis pas là, j'ai pas le temps, ça va venir, et ainsi de suite. Et un jour, finalement, son volet était fermé. Donc plus personne. L'agence de Serge Lévesque est close et le courtier semble s'être volatilisé avec l'argent. Cet homme indique aux enquêteurs que pour tenter de percevoir une petite partie de ses intérêts, il a adressé un courrier à la société Ganaos Invest à Londres. Un courrier resté sans réponse. Après mes investigations sur Internet, j'ai découvert que la société n'existait plus.
Les statuts avaient été dissous. Une société dissoute, un courtier qui disparaît. Pour le SRPJ, l'affaire a tout l'air d'une escroquerie bien ficelée. Les enquêteurs vont essayer de savoir à combien s'élève l'escroquerie et où est passé l'argent. Ils passent au crible les comptes bancaires de chacun des plaignants. Ils font ainsi la somme de tout l'argent investi dans les sociétés de Serge Lévesque et le chiffre est inattendu. Le parquet de Boulogne a recensé 72 victimes pour 8 à 10 millions d'euros d'escroquerie. Qui aurait couru sur une dizaine d'années en fait. Près de 10 millions d'euros, la somme est colossale. La plupart de l'argent a été versé à la société Ganaos Invest. Le problème, c'est que les comptes de l'entreprise londonienne sont vides. Ganaos Invest ressemble bel et bien à une société écran. Et Ganaos Invest, au lieu d'une enseigne, d'une société financière de placement ronflante à Londres, à la City, c'était juste une boîte postale qui encaissait les chèques. Est-ce que l'argent ne faisait que transiter à Londres avant de repartir ailleurs? C'est une possibilité. Les policiers découvrent que les chèques ont été falsifiés. Rédigés à l'ordre du GAN, ils étaient encaissés au nom de Ganaos Invest. La société s'appelle Ganaos Invest. Au début, ils ne font pas le rapprochement. Et puis, le jour où ils se rendent compte que Ganaos Invest n'existe plus, là, ils se disent, mais finalement, mon chèque à l'ordre du GAN a été falsifié. Et on a simplement rajouté la mention House Invest derrière pour en faire la fameuse société londonienne. Ganaos Invest n'est pas la seule société de ce type qu'aurait monté le courtier en assurance. Les enquêteurs en découvrent d'autres, certaines à l'étranger. Il leur parlait aussi de placements dans des banques luxembourgeoises, dans des placements pétroliers, enfin des investissements pétroliers. Donc on peut penser que certaines victimes ont quand même été un petit peu soit naïves, au moins naïves, ou en tous les cas ont peut-être un petit peu fermé les yeux sur la destination des fonds qu'elle confiait à M. Lévesque. Serge Lévesque aurait donc détourné près d'une dizaine de millions d'euros grâce à ses multiples sociétés. Des ramifications en France, à Londres, au Luxembourg et même en Afrique. Au Togo, où plusieurs victimes affirment y avoir réalisé des placements financiers. Qui fait des placements dehors en Afrique, avec un associé sur place. Et il a un stock de 600 kilos. J'en parle à des amis qui me donnent des chèques aussi pour investir. Avec les amis et moi, on investit 126 000 euros. Donc on achète 7 kilos d'or. Cette personne, qu'on va appeler son associé africain, qui effectivement l'a escroqué de beaucoup de son argent et de l'argent de ses clients. Alors les sommes varient entre 1,5 million et 6 millions d'euros. Donc ce sont des placements qui ont été faits en Afrique et j'ai malheureusement le sentiment que M. Lévesque est tombé sur un escroc de grande envergure qui lui a promis monts et merveilles avec des documents officiels à l'appui vraisemblablement, mais qu'en réalité c'était du vent. Serge Lévesque, ruiné en Afrique, est contraint de rentrer en France. Il rentre du Togo en septembre 2011 et d'après les éléments qu'on a recueillis, il a vécu un certain temps chez sa sœur puisqu'il n'avait plus de ressources à ce moment-là, avant d'être interpellé par le SRPJ en janvier dernier, le 6 janvier. C'est au domicile de sa sœur, tout près de Lille, que le SRPJ l'arrête avant de le placer en garde à vue.
Les enquêteurs du SRPJ vont maintenant essayer de comprendre le fonctionnement de l'escroquerie. Ils vont donc interroger longuement Serge Lévesque sur ses activités. Dans ses dépositions, l'homme aurait expliqué que cette arnaque, il ne l'aurait pas montée tout seul. Il aurait un complice qui travaillerait justement au sein de la société d'assurance GAN, un certain Pascal Busselet. Il était agent général de la société GAN Assurance. C'est-à-dire qu'il avait une société, une vitrine, qui avait donc pignon sur rue, à Draguignan. Et donc il travaillait officiellement pour cette société, et parallèlement, d'après les premiers éléments de l'enquête, il aurait encaissé sur un compte professionnel les chèques que lui envoyait M. Lévesque. L'escroquerie de Serge Lévesque ne tiendrait donc pas seulement sur la société londonienne Ganaos Invest. Une partie des chèques remis par les clients du courtier serait encaissée sur un véritable compte GAN, celui du complice Pascal Busselet. Les enquêteurs ne retrouvent aucune trace de l'argent des victimes. Le compte bancaire est vide. Le compte professionnel de M. Busselet qui a été à une époque, qui a reçu des fonds d'investisseurs. Après, est-ce que cet argent n'a fait que transiter pour repartir ailleurs? Peut-être, été réinvesti ailleurs. Autre preuve de l'implication de Pascal Busselet dans cette escroquerie, son compte bancaire aurait servi à rémunérer certains clients. Dans cette escroquerie, les enquêteurs et les victimes présumées ne pourront se retourner que vers Serge Lévesque, car Pascal Busselet, l'agent général du GAN, s'est suicidé quelque temps après les premières plaintes. Ça coïncide avec la période à laquelle le GAN a déclenché un audit. C'est-à-dire que le GAN avait été prévenu par des victimes qu'il y avait eu des malversations, des choses bizarres, des transactions un petit peu louches qui avaient transité par le compte de M. Busselet. Et suite à ça, le GAN a déclenché un audit en avril 2011. Et à peu près à la même époque, enfin peu de temps après en tout cas, M. Busselet s'est suicidé. Le parquet de Boulogne-sur-Mer décide alors de mettre en examen Serge Lévesque et le place en détention provisoire. Dans cette escroquerie à la Madoff, d'autres victimes hésitent peut-être encore à se manifester. On peut penser qu'ils ne l'ont pas fait parce que l'argent qu'ils avaient donné à l'évêque était de l'argent liquide et qu'à la base, il était donc en infraction. Pour les 72 Boulonnais qui ont porté plainte contre Serge Lévesque, l'espoir de retrouver leur argent est anéanti. Aujourd'hui, je cherche des solutions. Je cherche des solutions, j'ai plus de travail, j'ai plus d'entreprise, je cherche des solutions pour remonter une entreprise. Actuellement, je suis inscrit au Resto du Cœur, au Secours Populaire. Je peux pas aller plus loin. Je peux plus. Toute ma vie est ruinée. J'ai tout perdu. Accusé d'escroquerie, d'abus de confiance, de détournement de fonds et d'exercice illégal de la profession de banquier, Serge Lévesque risque 5 ans de prison.